Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Bismart dès 11h chaque matin. Vous savez qu'on s'intéresse ici à l'innovation et à la nouvelle société numérique. Et il y a des questions comme la souveraineté numérique de la France et de l'Europe qui nous intéressent en particulier. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau cloud français, donc un nouveau-né qui sort directement du ventre de la Poste. Et on peut se poser la question de sera-t-il demain un nouveau mastodonte du cloud français, peut-être même européen. En tout cas, ça repose cette question de notre puissance demain dans le monde du cloud. Et puis, au cœur de cette émission, on va changer de sujet. On va s'intéresser à la défense nationale avec un écosystème de start-up que je vous proposerai de découvrir. Alors, comment ça fonctionne aujourd'hui, les start-up qui travaillent avec les forces armées? Quelles sont ces innovations au service de la défense nationale? Ce sera donc dans le Tech Talk. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le président du think tank La Villa Numéris. On posera cette question: la tech réduit-elle l'offre et la diversité culturelle? Et enfin, on conclura ce Smart Tech du jour par notre séquence Ils font demain avec la découverte de lunettes connectées pour sécuriser la conduite en 2 roues. Mais tout de suite, donc, c'est l'interview. On parle donc du cloud avec un futur, peut-être mastodonte 100% français. Nouveauté donc dans le cloud, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur français dans le secteur hautement stratégique donc de l'hébergement à distance des systèmes d'information et des données. Il s'appelle Nuage. C'est un cloud public souverain et la publicité nous dit dans son plus simple appareil. Alors ça m'a donné envie forcément d'en savoir plus. Bonjour Vincent Armin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous êtes le président et cofondateur d'Oxeva, qui est une filiale du groupe La Poste. Et donc le nouveau papa donc, de ce Nuage. Dites-nous en plus rapidement juste sur l'entreprise Oxeva. Alors Oxeva, c'est une entreprise qui fait de l'hébergement infogéré de sites internet depuis maintenant plus de 15 ans. Et du coup, justement, on vient de lancer Nuage, qui est notre offre de cloud public. Alors en quoi ça se différencie de ce que vous faisiez avant et qu'est-ce que ça apporte sur le marché? Alors l'hébergement infogéré, c'est on accompagne nos clients au quotidien. L'hébergement infogéré, c'est vraiment de l'humain. Alors que sur Nuage, là, vous êtes en self-service face à une interface et vous commandez de la ressource informatique. D'accord. Pourquoi lancer une nouvelle offre Nuage alors que vous êtes une filiale du groupe La Poste qui possède déjà des offres cloud pour les grandes administrations, qui peut déjà se positionner sur cette question de la souveraineté en matière d'hébergement des données des Français? Alors tout à fait. Alors La Poste, elle se positionne, mais elle se positionne avec une offre via DocaPost, via sa filiale DocaPost, et elle se positionne sur une offre qui est beaucoup plus grand groupe que la nôtre. Nous, la cible, ça va vraiment être essentiellement les développeurs, les CTO en start-up et en agence web. D'accord. Donc ça, c'est vos clients principaux. C'est notre cœur de cible, tout à fait. Votre modèle, quand vous dites on se présente dans son plus simple appareil, c'est quoi? Quelle est la différenciation par rapport à l'offre du marché? Notre modèle, justement, c'est la simplicité. En fait, simplicité de quoi? La simplicité, aussi bien au niveau des usages que sur le plan tarifaire. En fait, Nuage, on l'a construit sur 3 piliers qui sont du coup la simplicité, la prévisibilité des coûts et la transparence, et la performance. Sur la simplicité, on a Parce que c'est simple, l'utilisation du cloud aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire de Non, ça? l'utilisation du cloud aujourd'hui, elle n'est pas, elle est pas si simple. Honnêtement, elle n'est pas si simple que ça. Alors, qu'est-ce que vous décomplexifiez? Alors, on va décomplexifier notamment l'interface. Sur l'interface, on a une interface qui est sexy, qui est ergonomique, qui est efficace. Chez nous, en quelques minutes et en quelques clics de souris, on est capable de lancer une instance. Mais quand je dis en quelques minutes, c'est vraiment en quelques minutes. Je parlais la semaine dernière à quelqu'un qui est administrateur système, qui au quotidien travaille sur le leader du cloud américain. Et il me disait, et pourtant c'est quelqu'un de technique, et pourtant il me disait, franchement, il faut un doctorat pour utiliser l'interface. Donc nous, on veut vraiment simplifier.
On veut vraiment simplifier l'usage du cloud. Donc C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on ait une interface française qui soit mieux designée, mieux dessinée, mieux conçue que ce que propose aujourd'hui le marché américain. Complètement. Et je pense qu'il y a énormément à faire là-dessus. Nous, on en est. En proposant la même qualité de service et la même richesse d'offres. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on lance un service, c'est le début. Le service, il est volontairement limité. D'ailleurs, on a fait face à certaines critiques par rapport à ce manque de fonctionnalités, mais ça, on le savait. Et quelque part, je vais reprendre la citation du cofondateur de LinkedIn qui dit que quand on sort un produit, si on n'en a pas un petit peu honte, c'est qu'on l'a lancé trop tard. Nous voilà, à un moment il a fallu qu'on se lance sur le marché, il a fallu qu'on se confronte du coup au marché, et du coup voilà, on est parti avec des fonctionnalités aujourd'hui qui sont basiques, mais qui sont hyper simples à utiliser. Et notre priorité là sur les prochaines semaines, les prochains mois, ça va être d'ajouter beaucoup de fonctionnalités, mais sans rentrer dans la complexification. Ça, c'est hyper important pour nous. Alors, quand je pose la question, est-ce que ça peut devenir demain un mastodonte français, européen ? En fait, je pose la question, est-ce que ça peut servir notre quête de souveraineté numérique ? Et pour ça, je dois vous interroger sur le Made in France. Est-ce qu'on est là face à un cloud qui est vraiment 100% français ? Alors, c'est un cloud qui est 100% français, tout à fait. On repose sur OpenStack. OpenStack, c'est la techno qui est dessous, qui est une techno open source. Par contre, tous les développements... Alors, open source qui est quand même géré par une fondation américaine. Qui est géré par une fondation américaine, mais ils n'ont aucun droit sur les données qui sont hébergées. Derrière, c'est juste le code qui est ouvert. On a accès à ce code-là, pardon. Et vous avez développé votre propre solution à partir de ce code ? C'est-à-dire, ce sont des technos vraiment faites maison ? Tout est fait maison. Tout est fait maison. On a une équipe de 20 personnes en interne et les développeurs sont là au quotidien et tout est développé maison. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir répondre au mieux aux attentes de notre marché, puisque rapidement, on va mettre en place d'ailleurs une roadmap qui sera publique et surtout collaborative. Donc 100% des technos développés maison, donc 100% des technos françaises, vous nous dites, 100% des serveurs aussi en France ? 100% des serveurs en France, tout à fait. Ok. Et ce marché mondial là, des infrastructures dans le cloud, il représente une part majeure de l'activité numérique. Vous espérez en capter quelle part ? Quelle part ? C'est difficile à dire. En tout cas, l'ambition de Nuage d'ici quelques années, c'est de devenir un acteur majeur du cloud européen. Ça serait pas déconnant de se dire que d'ici 2027, Nuage pèse un petit 100 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est l'ambition. Ok. Et est-ce que dans cette optique, vous allez adhérer au consortium Gaia-X ? Parce que vous savez que sur ce plateau, ici même, jeudi, Scaleway a annoncé qu'il se retirait du consortium qui est censé instaurer de nouvelles règles européennes autour du cloud. Est-ce que vous allez, vous, y adhérer ? Quelle est votre position sur le sujet ? Alors, nous, pour le moment, on est observateurs. On est observateurs, tout ce qui est label, initiative. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de politique. Nous, comme je l'ai dit, la priorité, ça va être sortir des fonctionnalités. Je ne dis pas qu'on rejoindra jamais un label. Pour autant, si on rejoint un label, il faudra qu'il soit en phase avec notre ADN, avec notre culture. Là, le gouvernement français vient de sortir un label qui s'appelle le label Cloud de confiance. Il est censé promouvoir le cloud souverain. Et pourtant, il vient de donner naissance à 2 offres qui sont basées sur les clouds de 2 géants américains qui sont Microsoft et Google. Donc voilà, c'est un petit peu paradoxal. Donc pour le moment, on est surtout observateur là-dessus. Donc vous n'avez pas cherché absolument à rentrer dans les règles qui sont imposées par ces labels. Vous préférez voir si ça correspond à ce que vous faites, c'est ça ? Complètement. Ok. Complètement. Démarche de start-up, quoi. C'est ça. Après, par contre, et là, c'est pas un label, il y a une certification. Il y a une certification qui s'appelle Secnum Cloud. Et sur cette certification, là, on avance là-dessus parce que là, c'est quelque chose qui répond du coup à un cahier des charges. Et c'est pour nous, en tout cas, quelque chose de beaucoup plus concret que les différents labels qui peuvent émerger en ce moment. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez un positionnement, enfin, vous dites avoir un positionnement premium et une démarche frugale. Alors déjà, comment on fait les deux ? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement premium pour vous et frugal ?
Premium, pour nous, ça va être à la fois sur la performance et sur le support. On veut de la proximité. Comment on mesure la qualité de la performance ? Comment pouvez-vous nous garantir qu'on aura une performance premium ? Comment on peut garantir qu'on aura cette performance ? Déjà sur ce qu'on appelle l'over-provisioning. L'over-provisioning sur le cloud, c'est le fait de vendre un même cœur à plusieurs clients. Les grands clouds américains, ils en ont fait leur spécialité, c'est-à-dire qu'un même cœur peut être vendu à 40 clients différents. Donc si les 40 clients, quelque part, ils ne consomment pas en même temps, ça passe. Mais quand on se retrouve sur des périodes de forte consommation, là, il peut y avoir une dégradation des performances. Donc ça, vous ne le ferez pas ? Nous, on se réserve le droit de pouvoir faire de l'over-provisioning, comme nos compétiteurs. Par contre, ça sera fait dans la mesure du raisonnable, et en tout cas, toujours en ayant dans notre optique d'avoir les meilleures performances possibles. Alors, sur la frugalité, on va terminer là-dessus. Sur la frugalité, c'est ce qu'on disait, c'était que... On va rajouter des fonctionnalités, mais ces fonctionnalités, il faut qu'elles soient simples. Je pensais que la frugalité, vous alliez adresser la question de l'impact environnemental, de votre cloud. Alors, l'impact environnemental, c'est quelque chose de très important pour nous. Au sein du groupe La Poste, toutes les émissions carbone sont compensées, du moins pour les activités numériques. Donc ça, c'est un point important. Et rapidement, on va avoir pas mal de choses à annoncer là-dessus, Okay. Et notamment sur la mesure réelle de l'impact carbone de nos infrastructures. Super, peut-être que vous reviendrez nous en parler. Alors, à ce avec moment-là. plaisir. Merci beaucoup. Merci Vincent Merci à vous. Armin, Merci de m'avoir président, cofondateur d'Oxeva, qui lance son nuage, donc un nouveau cloud français et souverain. C'est l'heure d'adresser la question de défense nationale dans Smartech. On va aller voir du côté des startups qui sont spécialisées aux côtés de nos armées. C'est la 3e édition du Forum Innovation Défense qui démarre aujourd'hui et qui va durer jusqu'au 27 novembre à Paris. C'est organisé par l'agence Innovation Défense qui a été créée par Florence Parly. Et c'est un lieu de rencontre des acteurs d'innovation de la défense autour d'une centaine de projets qui sont soutenus par le ministère des Armées. Les 2 premiers jours sont réservés aux professionnels, mais il y a quand même une ouverture au grand public qui va permettre d'aller voir un peu à quoi ressemblent ces innovations pour le ministère des Armées. Ce sera samedi 27 novembre. Alors, on va aller regarder, nous, déjà, dès aujourd'hui, dans Smartech, à quoi ressemble cet écosystème des startups françaises pour la défense, grâce à mes 2 invités, Sandra Budimir, cofondatrice et directrice Europe de Starbus, qui est un accélérateur dans l'aéronautique, le spatial et la défense. Votre mission, c'est du conseil en stratégie, mais également la mise en relation des entreprises publiques, privées du secteur, avec les startups innovantes du marché. À vos côtés, Alice Memang, la cofondatrice de la start-up Delphox. C'est une start-up bordelaise qui est spécialisée en IA, en intelligence artificielle, pour les marchés, là spécifiquement aussi de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Vous collaborez avec des acteurs tels que Ariane Group, Dassault Systèmes, Thales, Naval Group ou encore la DGA. Merci beaucoup d'être en plateau, toutes les 2. On va commencer ensemble, Sandra Budimir, sur déjà quelle est la vision d'ensemble de ce marché, cet écosystème de start-up qui travaillent pour la défense nationale. Est-ce qu'il est important aujourd'hui? À quoi ressemble cet écosystème? Alors bonjour et merci de nous recevoir. Et effectivement, Starburst, nous on est le premier accélérateur mondial de start-up dédié à l'aéronautique, au spatial et à la défense. On est né à Paris il y a 7-8 ans. Et on s'est tout de suite exporté aux États-Unis. Et on voit une réelle croissance en nombre de start-up, notamment en France et en Europe, de ces start-up qui souhaitent se Depuis positionner. quand vous parlez de réelle croissance que vous voyez arriver? Depuis Alors, quand? on voit des startups se positionner sur la défense depuis 5-6 ans à peu près, véritablement, pour plein de raisons. Alors, aux États-Unis, et c'est pour ça que je le mentionnais, on a vu ce phénomène beaucoup plus tôt arriver. Et puis, en France et en Europe, on suit cette croissance. Donc, on suit la même tendance. Donc, ça, c'est dû aussi... 5-6 ans, ça veut dire qu'on est encore au début d'un écosystème émergent ou qu'on arrive déjà à une certaine maturité des startups?
Alors, on est très clairement encore au début, même si certaines startups ont commencé à faire des levées intéressantes, type Préligence, Unseen Lab, par exemple. On est encore au tout début. Delphox pourra vous en parler. Et cela est dû au fait que l'AID, l'Agence de l'innovation de défense, effectivement, a été créée dans ce sens pour consolider cet écosystème-là. Il y a 3 ans seulement. Il y a 3 ans seulement. Et que ce n'est aussi que très récemment qu'on a lancé des grands programmes qui sont évidemment phares et très importants pour la suite et consolider cet écosystème de start-up. Donc, alors, on va en parler de ces programmes, mais un petit peu après. On va déjà donner la parole à la start-up en plateau. Donc, Alice Maymanck, vous allez nous parler de l'actualité de Delphox, puisque j'ai appris que vous aviez été sélectionnée par le magazine Challenge pour son palmarès des 100 start-up où investir. Donc, félicitations. Merci. Et puis que, également, vous avez... était en charge, vous êtes actuellement, c'est ça, en charge d'une brique technologique d'intelligence artificielle pour un projet de drone sous-marin océanique, c'est ça? Tout à fait. Alors racontez-nous ce que vous faites avec ce Naval projet de Naval Group. Qui est effectivement le client. Donc merci déjà pour cette invitation. Alors avant d'arriver sur Naval Group, je vais vous présenter un peu Delphox pour vraiment vous parler de ce qu'on fait. Donc on est spécialisé en intelligence artificielle et plus spécifiquement en apprentissage par renforcement, qui est effectivement la technologie qui nous permet aujourd'hui d'intégrer de l'autonomie décisionnelle dans des systèmes industriels. La collaboration avec Naval Group est un exemple, effectivement, de toutes les applications qu'on a pu avoir. Et là, Naval Group a dévoilé justement il n'y a pas longtemps ce projet d'un drone océanique sous-marin pour des missions de surveillance. Leur problématique, c'était quand un drone de ce type-là se perd ou pire, tombe dans des mains ennemies. Aujourd'hui, avec la brique qu'on intègre, une fois que les algorithmes qu'on a entraînés savent réellement résoudre une problématique ou bien gérer la mission de bout en bout, la brique va leur permettre, quelles que soient les situations qu'ils vont pouvoir rencontrer sur leur mission, de réorganiser leur mission, de recalculer leur trajectoire, de recalculer un positionnement, de façon à pouvoir éviter des compromis, des problématiques qui pourraient se poser et de maintenir la mission. Donc ça permet vraiment de sécuriser la mission de bout en bout. C'est-à-dire précisément, cette brique d'intelligence artificielle, ça permet de reconfigurer, c'est ça, les missions du drone? C'est ça. On est vraiment sur quelque chose aujourd'hui. La plus-value de la technologie, c'est vraiment la capacité de s'adapter dans un environnement qui change. Aujourd'hui, les systèmes traditionnels sont programmés pour faire une seule chose. À partir du moment où il y a un imprévu, un mouvement qui n'est pas programmé dans la chaîne de production, le système s'arrête. Et donc, c'est un humain qui doit revenir pour réorganiser ça, pour arranger, pour recalibrer la chaîne pour que le système puisse refonctionner. Là, déjà, on ne peut pas forcément avoir un humain sur ce type de mission-là. Donc, il est important, effectivement, qu'en cas d'imprévu, la mission puisse être reprogrammée, redéfinie, tout en respectant, bien entendu, le commandement qui est sur le C2, mais en tout cas, pour aller jusqu'au bout et surtout en gardant, en maintenant la sécurité de la plateforme. Alors, Sandra Budimir, donc vous avez commencé à l'évoquer, il y a des grands programmes en France aujourd'hui qui vont permettre de développer cet écosystème de start-up en France et en Europe. Alors, ils ne vont pas directement le développer, mais en tout cas, ils vont être une application importante pour ces startups. Ces grands programmes dont on parle, c'est l'avion de combat du futur, le porte-avions du futur, le char du futur, qui ont tous été lancés très récemment. Quand on dit du futur, ce n'est pas forcément que ça va sortir demain, mais ça veut dire qu'on veut y intégrer des nouvelles technologies. Alors ça va même sortir après-demain, parce qu'effectivement, ils sont censés voler ou naviguer plutôt dans les horizons 2040. Mais entre-temps, on va avoir très rapidement des démonstrateurs. On va avoir besoin d'aide à la conception. On va parler de jumeaux numériques. On va parler dans les démonstrateurs de pouvoir intégrer des technologies qu'on va pouvoir tester et un petit peu plus à risque, entre guillemets. Donc ce sont des applications formidables potentiellement pour ces startups et non seulement pour les startups, mais pour ces grands programmes. Les startups sont une chance de pouvoir vraiment apporter des innovations disruptives qui sont rapidement développées, rapidement implémentables, beaucoup plus que quand on développe de manière assez classique avec la base industrielle de défense via des appels d'offres au long cours.
On le voit bien, certaines briques Alors là, technologiques. ça crée quand même justement un appel d'air. Ça, de nouveaux budgets qui arrivent et potentiellement peuvent tomber entre les mains de start-up innovantes. Alors effectivement, et donc ça c'est aussi très important, ça va pouvoir se faire s'il y a les financements associés. Tous les grands programmes aujourd'hui ont dédié une enveloppe aux innovations disruptives. Dans le avion de combat du futur, c'est déjà le cas et certaines startups commencent à en bénéficier. L'AID dédie également des programmes type rapide, ce qu'on appelle rapide, ce sont des mécanismes de financement rapides pour des preuves de concept, on va dire. Le Fonds européen de défense également a dédié 500 millions au travers des EDIDP pour financer des projets d'innovation disruptive. Eh oui, il faut savoir se plonger dans ce type de programme et d'appel d'offres. C'est compliqué quand on est une start-up, j'imagine, non ? Alors, compliqué, je ne dirais pas, parce que nous, notre première collaboration justement avec cet environnement de défense, c'était un programme de défense qui s'est lancé en 2019 par la ministre Florence Parly chez Dassault Aviation, qui est un peu le petit frère, on va dire, du système de combat aérien du futur. Donc, c'était le programme MMT, donc Man Machine Teaming. Nous, on a proposé justement... Il faut voir recruter déjà quand même dans sa start-up des personnes qui puissent être au fait des nouveaux programmes, qui sortent. C'est aussi l'avantage de faire partie d'un écosystème qui va relayer ce type d'information qui est beaucoup plus important. Nous, on a la chance de bénéficier de l'accompagnement de Starburst, mais aussi du programme plus récent. C'est ce que je veux dire, c'est le rôle d'accélérateur comme Starburst, typiquement, de vous aider à rentrer dans ces écosystèmes-là. Ouais. Et donc, nous, on a commencé par ça. Effectivement, il y a une vraie volonté du ministère des Armées qui était déjà d'ouvrir l'écosystème d'innovation à d'autres acteurs, des acteurs moins traditionnels, pour justement essayer d'aller vite et de tester aussi rapidement. C'est-à-dire que plus on va aller vite, plus on va vite voir si on se trompe et plus on va choisir les technologies sur lesquelles on investit et celles sur lesquelles on n'investit pas. Donc ça a permis à des entreprises comme Delphox, en tout cas nous on est passé par ce biais-là, de proposer nos technologies avec des collaborations avec des industriels avec lesquels on n'aurait pas pu travailler dans un autre cadre et de consolider à la fois notre expertise technologique, la connaissance d'un marché et surtout de grandir avec eux de telle sorte qu'aujourd'hui on en a plusieurs qui sont aujourd'hui nos partenaires et qui viennent justement trouver cette techno, toute la valeur de cette technologie. Mais quand on veut travailler pour la défense, pour les armées françaises, il faut avoir un certain statut déjà, il faut déjà exister sur le marché, présenter certaines garanties. Quelle est la spécificité du travail d'une start-up avec la défense nationale ? Alors ça va être beaucoup la confiance. On l'a vu, il y a des applicatifs, des programmes qui vont sortir. Il y a des start-up qui sont en grande partie aussi issus de spin-off de labos. Donc on a les technologies, on a les applications, et puis il y a tout ce chemin au milieu. Et effectivement, comme l'a mentionné Alice, on ne peut pas faire de one-man show dans ce domaine. Donc l'écosystème et l'accompagnement, c'est quelque chose de très important et c'est ce que nous, Starburst, on essaye et on fait au quotidien. Ce qui est la clé pour que ça marche, ça va être pour nous deux choses actuellement, c'est d'identifier suffisamment tôt ces technologies sur lesquelles on veut miser et qu'on veut tester, de manière à leur trouver les financements nécessaires, les applications qui conviennent, et derrière leur permettre de croître significativement. En dehors à la fois du marché défense et en trouvant des financements qui leur permettent de financer leur recherche, leur recrutement et de grossir. Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, sinon on va se retrouver à rater le coche. Encore une fois, on vous avait parlé cloud il y a quelques instants, on voit bien qu'on est très en retard. Sur des sujets d'intelligence artificielle, on a aussi du retard à rattraper. Donc ce qui va être clé, et ce qu'on a voulu constituer avec un programme qu'on a lancé, c'est nous aussi, on ne travaille pas en one-man show, même nous, Starburst, on a lancé un consortium parce qu'on a uni les forces ensemble avec aujourd'hui l'ONERA, qui est le labo de recherche en aérospatiale défense, l'école polytechnique, qui est l'école d'ingénierie et de défense française, et la SATT de Paris-Saclay, qui est un organisme qui vise à financer et à aider à la sortie de la propriété intellectuelle des labos. Et Starburst, qui apporte son pragmatisme et sa capacité à mobiliser des financements pour ces startups. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est les identifier très très tôt. On prend des startups
early stage, qui n'ont pas encore fait de levée de fonds, ni de seed ou de série A, mais qui vont bientôt le faire, et carrément des projets de recherche qu'on veut constituer en entreprise. Et derrière, ce qu'on constate, c'est qu'on va être capable, si on voit la courbe de croissance des financements, on parlait tout à l'heure de Unseen Labs ou Preligence, qui ont fait des séries A, c'est qu'aujourd'hui, dans les investissements privés, qui vont être la clé, il nous manque des fonds de taille conséquente pour pouvoir accompagner les levées à plusieurs centaines de millions d'euros. Vous êtes plutôt sur un marché de deep tech. Tout à fait. Où il faut avoir des investissements assez conséquents sur des technologies qui ne sortiront peut-être que dans quelques années. Exactement. Alors, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de fonds s'y intéressent, mais tous les fonds de deep tech ou de spatial défense, on va dire, sont quand même plutôt tous en dessous de la taille de 100 millions d'euros. Et puis, il n'y a pas de garantie qui pourrait rassurer les fonds que justement ces technos seront achetés demain par le ministère des Armées? Alors c'est un très très bon point que vous soulevez là. Il faut trouver la bonne équation, et c'est là où c'est effectivement clé, entre la commande publique et l'investissement privé. Sans commande publique, sans une véritable volonté de soutenir nos jeunes pépites et de les aider, on n'y arrivera pas. On a une start-up dans notre portefeuille Starburst aux États-Unis. Je mentionne les États-Unis non pas pour les prendre en modèle, mais parce qu'ils savent faire, ils savent produire de la nouvelle techno et ils n'ont aucun complexe. Et on a une start-up qui s'appelle Launchers. Avant même le moindre test, le moindre développement, l'US Air Force, Launchers donc, font des lanceurs de nanosatellites. L'US Air Force a précommandé des lancements. Voilà. On ne parle pas de subventions, on ne parle pas de c'est vraiment un carnet de commandes. On leur donne des commandes et on rassure les investisseurs privés qui savent on les mettra dans les conditions économiques nécessaires pour se développer correctement et donc avoir un retour sur investissement potentiellement plus élevé. Alors, faites-nous un petit peu partir dans le futur, s'il vous plaît, Alice Maybank. Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain comme progrès autour de la défense, de l'armée du futur, du soldat du futur, qui pourrait être amélioré par une technologie d'intelligence artificielle? Tout à fait. Et je vais prendre justement cet axe-là que je connais un peu mieux. Alors, nous, ce qu'on voit déjà se dessiner et ce projet sur lesquels on travaille, c'est vraiment ce qu'on appelle la robotisation du champ de bataille. C'est-à-dire qu'il n'est pas question aujourd'hui qu'on ait ce qu'on va appeler des soldats, des robots tueurs. Mais par contre, on va avoir des robots, des soldats robots, c'est-à-dire des gens qui vont venir être un effet démultiplicateur pour l'humain, qui vont venir le soutenir, qui vont venir lui apporter plus de force, plus de capacité pour que justement ces missions puissent être atteintes et qu'on puisse garder notre supériorité opérationnelle. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on va aller. Ça passe par des robots soldats, ça passe aussi par les différents outils. Aujourd'hui, le champ de bataille, ça va être aussi des drones, ça va être des avions, ça va être des systèmes de communication, ça va être des coopérations entre terre, mer et océan sur le même champ de bataille. Et il faut parvenir aujourd'hui, et nous, nos technologies arrivent à le faire, à trouver une interopérabilité entre ces différents systèmes qui évoluent dans 3 environnements différents, mais qui ont un seul et même but. Donc ça va être une cible qui est détectée par un avion qui va envoyer cette information par un système de communication à un navire qui, lui, va déployer un sous-marin. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une collaboration. On va vraiment être dans quelque chose qui va être de plus en plus collaboratif, où on cherche toujours la même chose, supériorité opérationnelle, augmenter les faits capacitaires de nos forces sur le théâtre d'opération et surtout d'aboutir au succès de toutes les missions. Alors, on a parlé des exigences, on va dire, de la défense et des armées françaises vis-à-vis de l'écosystème start-up. D'un autre côté, moi, j'ai envie de poser aussi la question de vos exigences à vous et peut-être des questionnements éthiques qui peuvent se poser quand on travaille justement sur le champ de bataille de demain, les robots du futur qui seront de nouvelles forces armées. Est-ce qu'on se pose ces questions éthiques ? En matière d'intelligence artificielle, c'est un gros sujet quand même. Alors, on se les pose effectivement, et surtout, il y a des règles
même pour faire la guerre, il y a des règles de guerre. Et nous, sur les systèmes qu'on développe, il y a une règle importante qui est celle du commandement. Le commandement, la prise de décision revient toujours à l'humain. Donc, on ne va pas... Donc, le drone tueur autonome, par exemple, n'existe pas. Voilà, le drone, c'est vraiment une décision qui arrivera, qui est prise par un humain. La décision finale de tirer, c'est le commandement qui la prend. Donc, tout ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est pour multiplier les effets, c'est pour apporter du soutien aux forces qui sont sur le terrain. Ce n'est pas pour de la prise de décision, en tout cas dans des contextes d'armes. Hein. Ce n'est pas encore la volonté aujourd'hui de la politique. C'est un questionnement, ça, du côté des entrepreneurs qui travaillent pour la défense, de se dire, après, si j'adresse le marché civil, finalement, est-ce que c'est pas compliqué? On voit les problématiques des géants du numérique qui ont du mal à communiquer, à se positionner vis-à-vis des technos qu'ils fournissent à la DARPA, donc aux armées américaines. Alors, je reviendrai sur le point de l'éthique en rappelant les propos du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt. Là, il s'agit de gagner la guerre avant la guerre. On a développé, il y a 50, 60 ans, ce qu'on appelait une force de dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, si on veut être crédible et être craint, tout simplement, il faut montrer qu'on est capable. Donc, il est critique et essentiel d'être en mesure de développer et de porter ces nouvelles technologies et de les soutenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles deviennent des licornes et suffisamment grosses pour être inattaquables. Et tant qu'à faire qu'elles soient européennes. Et tant qu'à faire qu'elles soient européennes. Après, effectivement, il y a une question de financement. Aujourd'hui, on sait que c'est compliqué d'aller voir une banque, par exemple, quand on a une société qui travaille dans la défense. C'est pour ça qu'il est critique de développer plus de fonds d'investissement privés qui vont co-investir aux côtés, là, ce Definvest et le fonds d'innovation de défense qui se lance prochainement pour soutenir ces startups et aussi les aider à se diversifier. Le marché de la défense ne sera jamais suffisant en termes de chiffre d'affaires, tout simplement. Une application comme celle de Delphox a des champs de possibles qui sont infinis. Donc il faut, via des accélérateurs comme nous, pouvoir leur apporter d'autres marchés. Merci beaucoup à toutes les deux. Et pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir à quoi ressemblera la défense de demain, et bien je vous le rappelle, il y a cet événement Forum Innovation Défense qui se tient à Paris avec portes ouvertes, on va dire, samedi 27 novembre. Merci Alice Memang, cofondatrice de la start-up Delphox, et Sandra Budimir, cofondatrice et directrice Europe de Starbust. Dommage pour la fin. Bon, allez, juste après la pause, on va parler de diversité culturelle. Bienvenue de retour sur le plateau de Smartech. Vous regardez l'émission qui se consacre au monde de l'innovation et du numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir en reportage, découvrir une start-up française qui conçoit des lunettes connectées pour sécuriser ceux qui roulent en 2 roues. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec David Lacomblède, le président du think tank La Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour. Avec vous ce matin, on va s'intéresser à la culture. On va parler de musique, cinéma, séries, livres. Dans l'offre numérique, je dois dire qu'on a parfois un peu du mal à s'y retrouver. On a l'impression d'une abondance, mais finalement, peut-être est-ce là un trompe-l'œil. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce numérique apporte véritablement une diversité? Alors c'est vrai, quand il s'agit de savoir quel film on va regarder en famille et qu'on y passe beaucoup de temps pour finalement regarder la même chose que le reste de la planète, Succession ou que sais-je encore, on pourrait avoir l'illusion d'une certaine forme de diversité et que toutes les connaissances, tous les savoirs, toute la culture est finalement accessible désormais dans ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque d'Alexandrie. Mais faut-il encore un bibliothécaire dans la bibliothèque? Alors c'est vrai que l'utopie du début de l'Internet portait cette idée d'une longue traîne où tout serait embarqué et ce faisant, on pourrait accéder à un patrimoine parfois ignoré ou perdu de vue. Il faut bien avouer que cette idée de la longue traîne a été battue en brèche
par une certaine forme de blockbusterisation de la culture, de concentration des acteurs économiques. Il fallait avoir une taille monde pour réagir. Et enfin, par un enfermement peut-être aussi des algorithmes qui font que c'est difficile de sortir là aussi de sa bulle, comme on peut le voir aussi dans d'autres phénomènes sur les réseaux sociaux et les manipulations de l'information en particulier. Les blockbusters, c'est simple, hein, c'est la sortie un jour, à la même heure, sur la planète entière d'un James Bond, même s'il a mis du temps à sortir pour le dernier. Mais vous le voyez en littérature aussi avec J.K. Rowling ou même Adele. Je sais que vous avez écouté l'album tout le week-end qui est sorti vendredi, 30. C'est 50 millions de dollars sur la table en marketing pour en faire la promotion et l'assurance d'être absolument partout. Et on va en avoir, ça va rabattre les oreilles, je pense, pendant quelques semaines. Au-delà, il y a effectivement un effet d'algorithme qui fait que Netflix a un moteur de recommandation qui sait avant vous-même ce que vous allez regarder ensuite. Néanmoins, rien ne remplacera finalement la sagacité d'un humain, la prescription également. Et si vous êtes sur Deezer ou Spotify, vous avez des listes d'amis. Et finalement, la culture se construit aussi par imitation et par caisse de résonance. Et grâce au numérique, c'est certainement le premier média à travers l'histoire à faire que vous pouvez être sur Internet et en même temps regarder un film, envoyer des SMS. On a tous ce don d'ubiquité et qui fait que vous allez plus au cinéma, que vous regardez plus les séries, que vous allez peut-être plus au théâtre. Et donc c'est la force, la caisse de résonance de ce média. Alors, ça veut dire qu'au final, qui seraient les gagnants et les perdants de cette transformation de la culture ? Alors, les gagnants, sans nul doute, me semble-t-il, ce sont les super-tankers, en quelque sorte, de la culture, me semble-t-il, qui savent aligner les marques et les stars. Regardez le succès incroyable de l'entrée en bourse de Universal Music au mois de septembre. Je crois que l'action a pris 23% ou 30% dans la journée. Et les résultats du dernier trimestre ne vont pas refroidir les ardeurs, puisqu'ils ont gagné 20% de marge en un seul trimestre. Et jugez plutôt le catalogue. Hein. Je sais que là aussi, il y a vos stars préférées, Paul McCartney, Billie Eilish, Angèle, Elton John. Mais que dites-vous là ? Passe et des meilleurs. Alors, il y a aussi des nouveaux acteurs un peu plus agiles qui savent se frayer finalement au milieu des flots de ce vaste océan du numérique. Je pense à une société française, Believe, qui là aussi a été très bien accueillie en bourse récemment, qui ont une capacité de proposer une offre globale, c'est-à-dire avant la sortie d'un album. D'ailleurs, les albums deviennent à faire valoir finalement en matière musicale, mais il y a tout un avant, une animation de communauté, et puis ensuite les concerts, même s'ils en ont pris un petit coup dans l'aile depuis 2 ans, ça reste un moteur, et les artistes deviennent en quelque sorte des hommes orchestres. Regardez Orelsan, son album lui aussi est sorti la semaine dernière, mais ça a été précédé depuis plusieurs semaines d'un documentaire en situation réelle tourné par son frère, diffusé sur Prime, et ça sera suivi de concerts dont on peut déjà prédire qu'ils seront inévitablement des succès. Mais néanmoins, il y a de la place aussi pour des petites embarcations, pour des secteurs très pointus et qui vont faire vivre la diversité et qui, grâce à la magie des réseaux sociaux, de ce tam-tam mondial en quelque sorte, vont pouvoir avoir une part d'audience et se donner des chances de trouver un public. Au-delà, les États aussi ont tout à gagner de cette mondialisation de la culture. Regardez l'exemple de la Corée du Sud, par exemple, qui affirme son influence. Ça devient un véritable soft power. Squid Game est la série la plus vue sur Netflix, puisque plus d'un abonné sur 2 à cette plateforme l'a déjà vu. Mais on pourrait parler aussi de la pop musique, des figurines, des jeux vidéo. Et pour la Corée du Sud, qui est un État 5 fois moins peuplé que la France, c'est devenu une véritable surface d'exposition et d'exportation de sa culture. Alors plus près de nous, on pourrait parler du Danemark également, qui s'est forgé une solide réputation dans la qualité de séries, et ça a donné The Ridge, The Killing ou Borgen, et on attend tous de savoir quand aura lieu la prochaine saison. Et aucun secteur de la culture n'est épargné. On pourrait regarder ce qui se passe en matière de peinture ou d'art, par exemple. Là aussi, les stars
mondiales telles que Jeff Koons, par exemple, mais aussi Banksy, qui en usent habilement d'ailleurs et qui en détournent les codes. Et là aussi, le marché change profondément, puisque vous, comme moi, on peut devenir aujourd'hui propriétaire grâce à des NFT d'une contre-marque numérique d'une œuvre en quelque sorte et influer grandement les artistes en ce sens. Il y a un seul mot d'ordre, il faut être mainstream. Eh ben, ce sera le dernier mot de votre chronique, David Lacombe. On est arrivé au bout. On continuera d'en parler ensemble, évidemment. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. À suivre dans Smart Tech, notre séquence Ils font demain. Smart Tech est allé à la rencontre d'une start-up française qui conçoit des technologies pour accompagner, protéger tous ceux qui roulent en 2 roues. Dernière innovation en date, ce sont des lunettes connectées avec un affichage tête haute. Vous allez donc pouvoir suivre l'interview dans les locaux de Cosmo Connected, réalisée par Cécilia Sévry et Cossé Labouèche. L'objectif de Cosmo Connected, c'est de rendre donc tous les utilisateurs de 2 roues, toutes les personnes en mouvement plus visibles et plus en sécurité. Donc on a commencé dans un premier temps à proposer une solution pour les motards. On a décliné le Cosmo Moto pour les cyclistes et les utilisateurs de nouvelles mobilités. Et puis la dernière nouveauté, donc c'est la lunette, le Cosmo Vision, qui permet en fait d'afficher toutes les informations dont le cycliste a besoin d'avoir, notamment par exemple sa vitesse ou son système de navigation, directement sur sa lunette, avec une technologie qu'on appelle l'affichage tête haute, qu'on retrouve dans les voitures. La technologie, elle est simple. Vous avez les composants électroniques ici développés par ActiveLook qui vont envoyer l'information sur un petit miroir. Et donc lorsque vous mettez les lunettes, vous verrez l'information en haut à gauche sur le petit verre. C'est non intrusif, c'est en réalité augmentée et ça nous permet de rester concentré sur la route et d'avoir toutes les informations nécessaires pour les cyclistes. Donc là, vous voyez, il y a des composants tout électroniques qui est quand même miniaturisé le plus possible. Donc ici, il y a un miroir, un tout petit miroir, et on va projeter justement donc l'information en haut à droite. Et vous pouvez regarder uniquement lorsque vous en avez besoin. Je peux essayer? Bien sûr, allez-y. Donc ça se connecte avec l'application. Voilà, donc vous avez l'application Cosmo sur laquelle vous allez pouvoir choisir, paramétrer les thèmes d'affichage. Là, je l'active. Vous avez un petit capteur en fait, sur le verre gauche qui est invisible, et en passant votre main, ça vous permet de passer. Exactement. À l'image de lorsque vous conduisez la voiture et que vous avez une affichage tête haute qui vous indique par exemple votre vitesse, vous regardez toujours droit, et si vous avez besoin de regarder, de trouver l'information, vous regardez plus bas. Là c'est pareil, quand vous êtes en vélo, vous allez regarder tout droit, et si vous avez besoin de suivre une information, vous allez faire un petit coup d'œil et ça ira. On a développé donc des lunettes avec une technologie de pointe. Demain, pour Cosmo, ce sera aussi de proposer des services liés à de l'application, donc plus un petit peu au niveau IoT. Et l'idée, c'est de s'adapter un petit peu aux dernières tendances. Donc on va être à la pointe de l'innovation, que ce soit l'innovation qu'on va trouver dans l'automotive et qu'on va mettre au sein des utilisateurs de micromobilité. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, l'émission sur l'innovation et le nouveau monde numérique. On se retrouve dès demain à 11h en direct sur Bismart pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.